Donc, on termine cet épisode avec le segment vert ou rouge. Donc, comme à l'habitude, je donne une affirmation. Vert, vous êtes en accord, rouge en désaccord et vous pouvez expliquer pourquoi. Commençons avec le Canadien. Montréal sera de retour en série avant Ottawa. Julien. Rouge. Non, je peux pas croire. Ça serait une catastrophe. Ben, ça dépend. Honnêtement, ça dépend de l'été des deux équipes. Essentiellement. Euh, Est-ce que j'ai plus confiance à Kent Hughes de faire des meilleurs moves? Mais là, ça dépend parce que c'est des nouveaux. Ben, en tout cas, c'est un nouveau DG intérim qu'on a. Fait que c'est pas Dorion, mais mettons, j'ai plus confiance en Kent Hughes que Dorion, ce qu'il a fait au niveau de ses moves qui n'étaient pas nécessairement les bons. Mais je peux pas croire. Écoute, ça c'est tout un revirement de situation. Je vais dire vert finalement, parce que le Canadien, honnêtement, s'il avait été en santé cette année, je pense qu'il cognait à la porte. Donc, c'est meilleur coach. On ne sait même pas c'est qui le coach à Ottawa. C'est sûr que peut-être que ça va avoir un effet positif l'année prochaine. Là. Mais, mettons que Kent Hughes va chercher un centre top 9, un allié top 6, juste ça. Là. Déjà, je pense qu'avec le monde qui sont en santé, mettons, tu dis Dax, ton deuxième centre, Newhook sur une 2 ou sur une 3, un centre qui est bon dans la mise en jeu comme troisième centre, puis un attaquant top 6 XYZ, là, un suspect. Là. Il y a tout ce qu'il faut, Kent Hughes, comme mission pour aller chercher ces deux joueurs-là là, de manière assez facile. Là. Donc, ouais, je vais dire vert, finalement. Vert, C'est ça? exactement. Ouais, vert. Puis, juste pour information, Steve Staios a été nommé directeur général. Il n'y a plus le titre par intérim maintenant pour les sénateurs. Donc, ça va être lui. We'll see. On verra bien, effectivement. Pierre-Carl, de ton côté. T'es T'es sur sur mute mute, mon présentement. petit PCR, mais je t'aime pareil. Ouais, désolé. Ouais. Maudite Moi, boisson. je vais dire rouge. Je pense que les sénateurs vont faire les séries avant le Canadien parce que je pense que le Canadien, c'est en reconstruction. Puis je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Ottawa a quand même accéléré le processus. Puis, du côté de Montréal, on avait un joueur, Sean Monahan, on l'a changé. Fait que je trouve que les actifs qui pourraient nous aider à peut-être rentrer en série dans l'année prochaine ou l'autre d'après, éventuellement, peu importe. On les échange présentement, puis on prend de la patience avec les jeunes. Kirby Dax fait 2 ans de suite qu'il est blessé, donc c'est difficile d'établir puis de savoir qu'est-ce qu'il va faire, mettons, l'année prochaine. Donc, moi, je dirais rouge. Marc-Antoine? Moi, je te sens ambivalent parce que des fois, tu sais, quand on ajoute des pièces et on en enlève, ça crée vraiment, je trouve, une espèce de commotion qui fait que ça ne se tient pas. Tandis que là, Ottawa va probablement avoir le club sensiblement pareil. Donc, des fois, une année, ça fait vraiment toute la différence. Et le Canadien, contrairement à Ottawa, ils ont, je pense, bien ciblé les pièces qui fait que le gâteau prend, que la chambre se tient. Tu sais, Anderson est encore là. L'ajout de Matheson, visiblement, a fait beaucoup de bien. Savard est encore là. Qui sont des pièces, techniquement, moi, je pensais qu'elle allait partir. Est-ce que Monahan va tout faire en sorte que ça s'écroule? J'ai comme pas l'impression. Puis l'an prochain, Dak, on va se croiser les doigts, il risque d'être là pas mal plus longtemps. Bon, après ça, c'est sûr que Suzuki et Caulfield ne sont pas à l'abri de ça, mais une année de maturité encore. Je ne pense pas que le Canadien va ajouter des pièces, mais il va y avoir encore une compétition à l'interne. Rainbacker s'en vient, Hudson s'en vient, Mailloux, tranquillement pas vite, va aussi cogner à la porte. Donc, je ne vois pas une équipe qui va être moins bonne, je vois une équipe qui va être meilleure. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas de quelle base ça va aller. La clé, selon moi, c'est que le Canadien va s'améliorer et vont cogner à la porte des séries. Ça, je suis à peu près prêt à mettre ma main au feu. Mais c'est Ottawa. Ottawa, s'ils se rendent en série et sont dominants, je te crois. Si tu me dis qu'ils sont en bas de classement parce que c'est une catastrophe, je te crois aussi. Donc, je vais prendre un guess. Si l'équipe ne bouge pas puis peut-être ajouter 1 ou 2 pièces de leadership, je pense qu'Ottawa va se rendre avant, donc rouge. Je vais y aller avec vert parce que présentement, j'ai l'impression du côté d'Ottawa, comme on le dit, on a essayé d'accélérer le processus et les joueurs qu'on est allé chercher pour faire les séries, c'était au cours des 2 dernières saisons dont celle qui se termine cette année. Tu sais, des joueurs comme Giroud vieillissent, puis le moment qu'on voulait qu'ils apportent et qu'ils aident l'équipe à aller à accéder aux séries, c'était présentement. Donc j'ai l'impression que ça va juste aller en descendant pour eux. C'est sûr qu'au niveau de la défensive, je pense qu'on est encore assez faible du côté d'Ottawa. On n'a pas beaucoup de profondeur. Chikrin, bon, on en parlait tantôt, pourrait partir. Chabot, souvent blessé. C'est sûr que tu as un quatuor, si on veut, en avant qui est quand même signé à long terme et qui va bien.
mais ça reste qu'encore là aussi, on manque de profondeur. Donc, j'ai l'impression qu'on a peut-être de la misère à trouver la formule gagnante du côté d'Ottawa. Tandis que Montréal, ben, ça va quand même en s'améliorant. C'est surtout le positif qu'on peut voir à travers les jeunes qui ont des bonnes saisons, qui vont en s'améliorant. Quoi qu'encore là, je dis ça, puis Stoudzla a quand même des statistiques impressionnantes encore cette année, puis l'an passé, c'était exceptionnel. Ketchuk, c'est la même chose. Mais j'ai l'impression qu'on a fait trop de surplace à Ottawa, que ça va reprendre un cycle de 2-3 ans pour pouvoir accéder aux séries. Si le Canadien va peut-être faire un petit peu plus rapidement, parce qu'on va en ascendant présentement de ce côté-là. Deuxième affirmation. L'Ouest est plus fort que l'Est cette année. Pierre-Carl? C'est un peu ambigu, là. Des deux côtés, la Ligue est une parité dans la Ligue, fait que c'est difficile à déterminer honnêtement là, d'un bord. Puis de l'autre, c'est sûr que pour la course aux séries, dans l'Ouest, c'est plus serré. Donc, j'aurais tendance à dire du côté de l'Ouest. Ils sont plus forts. Ben écoute, fort en termes de club, oui, mais des fois, tu regardes une équipe comme les Jets ça va super bien, tu fais, je sais pas trop comment ça se fait que ça va si bien que ça, tu sais, c'est pas de vedette plus qu'il faut dans cette équipe-là, tu sais. Alors qu'une équipe comme les Pingouins, sur papier, sont super, mais mon Dieu que ça va pas bien. Donc, c'est sûr que c'est difficile à dire. Tu sais, le top 3 de l'Ouest, c'est quoi? C'est les Knights, les Jets, puis éventuellement... Ben, t'as les Canucks, t'as l'Avalanche. Les Canucks, mais même les Canucks, c'est parsemé. Pius Suter est sur leur top 6. T'sais, ils ont l'air de faire un push en se disant ça se peut que Peterson ne veuille plus signer, puis Lennon, il reste une année de contrat, on vient d'aller chercher, puis on s'est séparé de beaucoup d'assets. Donc, l'année prochaine, ça se peut qu'ils reviennent au bas du classement comme ils l'étaient l'année d'avant. Écoute, sont-ils meilleurs? Je pense que la Coupe va aller dans l'Ouest, mais je pense que l'Est est plus fort. Intéressant. De mon côté, j'y vais avec l'Ouest est plus fort, donc vert. Je regarde, en termes de profondeur des équipes dans l'Est et dans l'Ouest. J'ai l'impression que déjà dans l'Est, les Bruins ont une saison encore exceptionnelle, mais je ne suis pas convaincu par eux une fois en série. J'ai l'impression qu'on va peut-être encore vivre un scénario similaire l'an passé. Les Leafs, c'est les Leafs en série. Le Lightning, ça a ralenti par rapport aux dernières années. Tandis que dans l'Ouest, j'ai l'impression que c'est beaucoup d'équipes qui se battent pour le sommet. On a l'Avalanche qui a encore une bonne saison. Oui, on manque peut-être de profondeur, mais ça reste que l'équipe connaît quand même encore une saison exceptionnelle. Les Stars, même chose. Les Canucks, les Oilers qui ont commencé très, très lent en début de saison là, sont présents. Quand les Kings, oui, ont connu une mauvaise séquence, mais sont rendus 7e dans la conférence, j'ai tendance à dire que j'irai avec l'Ouest dans ce cas-là pour cette saison. Julien? Je vais y aller dans l'Ouest. Tu sais, je regarde, je scrollais les points, là. Tu sais, mettons, il y en a combien qui ont 70 et plus dans chacune des formations, mais tu sais, regarde, Philadelphie, il n'y a pas d'affaire là. Je regarde, là, puis tu sais, je regarde le big picture au niveau des gardiens de but, là, puis étonnamment, l'Est n'a pas l'avantage des gardiens de but cette année. C'est vraiment à l'Ouest, c'est bizarre. Parce que, tu sais, bon, Vasilevski a été blessé, il a descendu. Toronto, ils n'ont rien. Tu sais, Détroit, là, on s'entend, là, on ne pariera pas ces gardiens de but de Détroit. Philadelphie non plus. New Jersey, ça ne va pas du tout d'un gardien de but. Là. Leur meilleur gardien, c'est Dawes, puis il y a 10 ans. Tu sais, puis je regarde dans l'Ouest, tu sais, Hellebuyck, il est solide. Hotinger, il est solide. Demko, il est solide. Adenil, il est solide. Puis donc, je suis comme, ouais, tu sais, même Chesterkin, il y a, on s'entend, c'est un excellent gardien de but, mais il n'y a pas sa meilleure saison. Tu sais. À Caroline non plus, ça ne va pas les gardiens de but. Donc, tu sais, je regarde ça, puis je suis comme, ouais, je pense que je vais être obligé de donner l'avantage à l'Ouest cette année. Quand même intéressant. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est quand on regarde le marché des transactions, en ce moment, on semble sentir une tendance que les équipes de l'Ouest vont vouloir aller chercher beaucoup de joueurs. L'an dernier, c'était l'inverse. C'est les équipes de l'Est qui s'étaient pactées avec les Rangers, les Devils et autres. Puis finalement, ben, ça n'a pas donné le résultat escompté. C'est une équipe de l'Ouest qui l'a emporté, donc ça sera à voir pour cette saison. Des fois, ça ne veut pas dire grand-chose non plus une fois rendu en série. Troisième affirmation. Austin Matthews atteindra le plateau des 70 buts cette saison.
Il a présentement un rythme de 75 pour l'année au complet. Marc-Antoine. Faudrait que je regarde contre qui il joue, mais c'est difficile d'aller contre lui en ce moment. Là. Si c'est pas 70, ça va être 65, 68. Oh mon Dieu, c'est pas bon. Là, c'est excellent. Fait que, ouais, 70, allons-y pour ça. Je vois pas trop qu'il n'y a pas de signe de ralentissement. Il est dans la fleur de l'âge. C'est Marner qui passe la rondelle. Moi, ouais, j'y vais avec vert. Je vais aller avec rouge. J'ai l'impression qu'on va peut-être ralentir un peu en fin de saison. Peut-être manquer quelques matchs si, exemple, on juge qu'on veut se préparer pour les séries. Quoique, s'il est en quête d'une saison exceptionnelle comme ça, il va vouloir jouer ces matchs-là. Mais puis il y a toujours le risque de blessure, je veux pas, mais j'ai l'impression qu'on va peut-être ralentir un peu. Peut-être être des matchs un petit peu plus serrés, plus la saison avance. Puis vite, avant de vous laisser continuer, les gars, c'est drôle parce que cette semaine, ils ont montré sur ses gants, il y a le numéro 80 d'indiqué. Donc, écrit au feutre là, à l'intérieur de ses gants. Donc, est-ce qu'il vise le 80 buts? Bonne question à suivre de ce côté-là. Julien. Bon, là, j'ai regardé vite le calendrier, j'ai triché un peu. Il joue 9 fois contre des équipes qui sont hors des séries, ce qui n'est pas beaucoup. Mais mettons que ces 9 matchs-là, il ramasse au moins un but, ça fait 9 buts, puis il en manque 21. Ça veut dire que dans les 18 autres matchs, il faudrait qu'il y ait un but, 2 buts aux 3 matchs. Ben, écoute, je peux pas croire que les livres ne feront pas les séries. Puis quand ils vont être sur le bord de ne pas les faire, je suis sûr qu'il va commencer à prendre. Parce qu'ils vont être stressés de ne pas les faire parce que pour vrai, ils sont sur le bord. Là. Ça vient de remonter un peu les dernières semaines. Ouais, mais non, je vais te dire, il va. Écoute, il va le faire. Il va le faire. Ses coéquipiers veulent qu'il le fasse. Lui, il veut le faire. Puis je suis convaincu qu'ils vont rentrer en série vraiment solide. Un peu comme la séquence de points l'an dernier avec Marner, que l'équipe voulait que ça se poursuive, puis pousser dans cette direction-là aussi. Ça va le faire. Puis c'est surtout un gars qui est capable de marquer de toutes les manières. Fait que, si c'était juste un gars d'avantage numérique qui tire des points de mise en jeu, tu fais « c'est ordinaire ». Moi, à la fin de l'année, il y a des fois, ça arrive que tu peux aller sur YouTube, puis tous les buts de tel joueur cette année. Puis on regardera, là, il est capable de la dévier, il est capable de récupérer des garbages devant le filet, il est sur le one-timer, il est sur le... Il n'y a pas de manière de ne pas marquer de but pour ce gars-là. Fait que c'est ça qui fait peur. C'est le joueur dans la Ligue nationale qui a touché le plus de barres horizontales et de poteaux depuis le début de la saison sans que ça fasse un but. 15 fois, c'est arrivé. Imaginez ajouter 15 buts à son total. Bon, évidemment, c'est sûr que ça arrive une fois de temps en temps, mais quand même. Carl? Moi aussi, je vais aller avec vert. Une saison exceptionnelle. Puis la Ligue aussi, c'est de plus en plus offensive. C'est sûr que ça va sortir un petit peu, mais c'est Austin Matthews. Là, puis, comme vous avez apporté de bons arguments avec Marner, qui est un excellent passeur pour lui également. Puis, ils ont une excellente formation, puis en avantage numérique, ils ont tout un power play. Donc, je pense qu'ils vont le réussir. 4e affirmation. Connor McDavid remportera le trophée Art Ross cette année. Luc serait content d'entendre. C'était sa prédiction d'il y a quelques semaines. Pour vous donner une idée en ce moment de la course, McDavid a 83 points, Kucherov 94 au premier rang et McKinnon 91 au deuxième rang. 11 points d'avance. Donc, c'est 11 points d'avance. Il y a 5 ou 6 semaines, c'était 26 points d'avance. Donc, il l'a déjà réduit de moitié. Je vais commencer pour celle-ci. Je vais y aller avec rouge quand même. Moi, je vais maintenir ma position. Même s'il produit un rythme accéléré, j'ai l'impression, veux pas que des Kucherov, qui est dans une course aux séries, va continuer de produire autant. Pour moi, c'était lui qui allait le remporter. McKinnon, de son côté, va peut-être ralentir un peu parce qu'il y a l'avalanche pour les séries. On va vouloir le reposer, mais je pense que Kucherov va maintenir son avance. Quand même encore un 11 points à aller chercher. Donc, je vais y aller avec rouge de ce côté-là. Julien? Tough. Oh my God. Parce que, tu sais, c'est ça, si tu prends en considération qu'il a réduit en 5 semaines de moitié, l'autre moitié, ça lui prendrait un autre 5 semaines. Puis en plus, là-dessus, il y avait la pause, là. Ils n'ont pas joué tant de matchs que ça. Normalement, il va le dépasser s'il tient le même rythme. Fait que je vais dire vert. Je vais un peu mathématiquement très logique, là. Mais je vais dire vert. C'est fou, ça n'a pas de bon sens. C'est incroyable.
Moi, j'aurais rouge, même s'il est vraiment en train de réduire l'écart. À un moment donné, moi aussi, durant la saison, j'avais mis Connor McDavid pour Art Ross. À la mi-saison, j'avais changé. Mais Kucherov, même McKinnon est capable de faire un 3-4 points là, dans une soirée. Là, donc, mais je pense que ça va être vraiment serré, mais ces 3 joueurs-là se détachent vraiment des autres et ils vont connaître une saison vraiment exceptionnelle. Marc-Antoine? Moi, j'ai un argument qui n'est pas aussi recherché, mais moi, je vais dire vert parce que s'il y a une chose que j'ai appris depuis 2015, mise jamais contre Connor McDavid parce que s'il y en a un qui peut le faire puis que ça a l'air même d'être fait là, sans effort, c'est lui. Fait que je vois vraiment mal comment Connor McDavid le ferait pas. Honnêtement, je serais même pas surpris puis c'est vraiment un bon écart quand même, là, 12 points. Ah ouais, Surtout devant des machines. Là, le plus c'est proche, ça. selon moi, cette année de Connor McDavid, c'est McKinnon. Mais mise pas contre Connor McDavid. Surtout qu'eux en saison, mais même en série, ça aussi on l'a appris, ça peut finir 11-2 les matchs, là, 11-7. Là, je me rappelle là, quand ils jouaient contre Calgary, là, c'était supposé C'était être épouvantable. serré défensif. Ah Puis, non, mais ça finit 9-8. Markstrom contre Smith, là, ça y allait pas partout, mon chum. Là. Donc, C'était- moi, je miserais pas contre Connor McDavid, puis j'aurais au moins l'argument de, c'est Connor McDavid. S'il y avait quelqu'un qui était capable de le faire, c'est bien lui. T'sais. Non, puis ce qui est impressionnant aussi, je pense que c'est la semaine passée, le Lightning et les Oilers jouent en même temps. Kucherov a fait 3 points, sauf qu'il a perdu 3 points d'avance dans son écart, de son avance, parce que McDavid en a fait 6 le même soir. C'est fou. Là, les deux produisent un rythme de fou, mais McDavid encore plus en ce moment. On termine tout cela avec le dans notre équipe. Donc, c'est intéressant quand même. On parle de 2 équipes qui sont dans la course aux séries dans l'Ouest. Donc, 2 joueurs de centre de la même QV. Ce soir, vous avez le choix entre Brayden Schenn ou Nazem Kadri. Donc, qui viennent tous 2 de la QV de 2009. Les 2 ont remporté une Coupe Stanley. Et en termes statistiques, c'est quand même très semblable. Kadri a joué moins de matchs un peu que Schenn, mais 3 points de différence entre les deux. Différentiel quand même similaire aussi en termes de différentiel par match joué. Sinon, pour ce qui est des séries éliminatoires, un peu plus de matchs pour Schenn avec les Blues dans les dernières années. Kadri, par contre, a plus de points malgré le fait qu'il a joué moins de matchs en éliminatoire. Il a un différentiel plus élevé. C'est sûr, la majorité de sa récolte vient des séries avec l'Avalanche du Colorado où il a remporté sa Coupe Stanley. Donc, Julien, pour commencer, qui choisis-tu entre les deux? Kadri, sans poser de questions. Il y a une grit, c'est un petit Chris, là, vraiment. C'est un chien. Là. C'est le gars que tu vends en série. Je suis convaincu qu'il y a un pourcentage légèrement plus élevé que Schenn dans les enjeux. Ouais, non, ce gars-là, pour moi, c'est un game changer. Genre, dans son style à lui. Il joue dans la tête des autres, il est bon dans les enjeux, il a un coup de patin très honnête, il a des bonnes mains, il a un bon tir, il a une bonne vision, il frappe, il a du chien, là, il est vraiment là, tough. Puis honnêtement, Brayden Schenn, il a plein de belles qualités aussi. Je le prends à mon équipe demain matin, mais je pense que je vais aller avec Kadri avant. Mais au niveau leadership dans le vestiaire, ça, je ne sais pas. Il y en a un qui a un C, l'autre, non. Mais ça reste que quand même, c'est un joueur que tu veux dans ton équipe. Brayden Schenn a 0,6% de mieux aux mises en jeu cette année, donc on s'entend, c'est pas mal similaire. Puis c'est sur une saison aussi que je fais cette évaluation-là. Pierre-Carl? C'est 2 joueurs très similaires qui ont aussi une feuille de route quand même qui se ressemblent beaucoup. Donc, c'est sûr que c'est pas évident, mais je pense que je vais y aller avec Nazem Kadri, moi aussi. Je pense en séries éliminatoires, justement, pour son style de jeu, comme Julien parlait, puis son grit, j'irai avec Nazem Kadri, mais honnêtement, un ou l'autre pourrait t'apporter quelque chose autant en séries éliminatoires qu'en saison régulière. Là. Brayden Schenn a l'air d'être tout un coéquipier, puis c'est un excellent joueur également. Marc-Antoine? Tu sais, Kadri, quand il a joué à Toronto, c'était pas vargeux, là, vraiment. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment pas facile. Ouais. Puis là, quand il est arrivé au Colorado pour gagner la Coupe Stanley, il a été extraordinaire. Et Schenn n'a jamais eu une saison proche de ce que Kadri a pu faire. Parce que je pense que sur 82 matchs, il était pas loin du 90 points, là, peut-être 95. Là. Fait que
Dur à dire. Aujourd'hui, le salaire de Kadri va être quand même lourd. Shen, il ne reste plus vraiment d'essence dans le réservoir, honnêtement. Là, je pense que c'est plus devenu un joueur de profondeur aujourd'hui. Là. Mais il a quand même donné beaucoup. Je sais qu'Hugo, c'est le joueur qui a eu le plus de toute la Ligue nationale, de manière pas si fondée que ça d'ailleurs. Mais moi, je l'aimais beaucoup. Je trouve qu'il a été super dans la fameuse conquête des Blues. Moi, c'est un joueur que je. En termes de style, je le préfère. Aujourd'hui, malgré la lourdeur du contrat, je serais obligé de prendre Kadri parce que moi, je pense qu'il ne reste plus rien dans la tank de Shen. Je pense qu'il est vraiment, vraiment vidé. Là. Je pense qu'il est plus là pour le leadership et la passation de comment gagner une Coupe Stanley. Là. Mais c'est blanc, bonnet blanc dans l'ensemble de la carrière, selon moi. Là. Ces deux gars... Shen a été beaucoup blessé. Là. Je pense que ça l'a vraiment usé. Puis c'est aussi un gars qui joue pédale dans le tapis, lui, avec. Donc, aujourd'hui, Kadri. Je prendrais Kadri aujourd'hui. Ouais. Mais juste une petite parenthèse quand même. Brayden Schenn, il y a eu des bonnes années. Les Blues allaient bien. Pendant qu'à Toronto, ça allait pas bien du tout. Ouais. Fait qu'il faut quand même... En fait, le bordel était pogné là, à Toronto, solide. Là. Souvenez-vous, là, avant tous les Matthews, Marner, c'était une catastrophe. Le monde huait, pitchait leur chandail pendant 2-3 ans d'année de suite. Là. Ça allait pas du tout. Là. Fait tu sais, il n'y a pas eu nécessairement ses meilleures saisons, mais il n'y a personne qui a eu ses meilleures saisons à Toronto. Là. Il y a ça à prendre en considération, tandis que les Blues, eux autres, ils avaient une espèce de bonne équipe. Donc, tu sais, je ne l'ai pas dit tantôt, là, mais j'avais pensé à ça aussi parce que c'est quand même important. Puis, il y avait quand même une saison de 50-55 points, Kadri. C'était quand même très correct là, dans les circonstances d'une équipe de fond de classement. Mais non, c'est ça. Je pense que j'excuse pas, là, évidemment. Mais je fais juste mettre les choses en perspective que Shen était dans un environnement bien meilleur que Kadri dans la même époque. Ouais, pour c'est vraiment matière de préférence parce que, mettons, c'est ça, comme tu dis. Moi, Shen, j'ai toujours une préférence pour lui. Pourquoi? Peut-être les World Juniors, ça date de là. Il avait été extraordinaire. C'était comme ça se comparait pour moi même pas. Puis là, il arrive, il gagne une coupe. Fait que là, comme l'expérience que j'ai avec Shen est extraordinaire. Puis là, Kadri, tu fais, il me semble que son développement est corrompu. En plus, il a été l'air Burke, là, quand il a fait du rapiessage. On va amener Faneuf, Grabowski. Ouais, non, c'est ça. Grabner, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Il se fait manger, puis là, il rachète sa carrière avec des saisons au Colorado absolument extraordinaires. Puis oui, c'est un fatigant. Puis il fait ce que moi, un coach m'avait dit, tu sais, trouve une manière à chaque présence d'être visible. Puis s'il ne marque pas un but, il ne bloque pas un lancer, il va être dans ta face, il va être fatigant, il va aller arroser le gardien, il va aller un petit 6 pouces. Ça doit être pas le fun de jouer contre ce gars-là. Surtout que c'est pas un gars de 6 pieds 5, 220 livres. Là, il est autour de quoi, lui, il doit être 6 pieds. 6 pieds, à peu près, ouais. Puis il trouve le moyen d'être fatigant comme les Kachuk qui jouent à 6 pieds 2, 2-15. Fait quoi, c'est sûr qu'il y a ça aussi. Mais il est fatigant chez nous aussi, il faut y donner. Là. Il est peut-être moins souvent suspendu, ce qui fait qu'on pense qu'il est moins épaisse, mais il y a des matchs que j'ai vus, il y a la bouche en sang, les coups de bâton, tu fais tabarouette, OK, les gars se vident. Là. D'ailleurs, ça aurait pu. c'est un guerrier, là, Shen. D'ailleurs, Shen, ça a été une des pièces échangées pour aller chercher, pour faire une. En fait, ils font exactement ce qu'ils font en ce moment. Shen et Simmons ont été les gars sacrifiés pour Carter puis Richards, entre autres. Ça a été un pick des Kings, là, Shen, puis rapidement, ils ont fait non, ça va à Saint-Louis, puis. Le timing a été bon parce que Saint-Louis, à partir de là, ils ont perdu Pietrangelo. Steen est en fin de carrière. Shen, ça a commencé déjà à ralentir. Bennington n'a plus jamais été l'ombre de lui-même. Donc, fait que, mais c'est encore un bon. Bravo. Je vais terminer en disant que justement, je choisis aussi Nazem Kadri pour l'aspect. C'est le genre de joueur que tu détestes quand il est dans l'équipe adverse, mais que tu veux avoir dans ton équipe n'importe quand. Puis justement, moi, ce qui m'avait le plus impressionné, c'est l'année de la conquête de l'Avalanche. Après les 2 premiers tours, on parlait potentiellement du MVP de l'Avalanche. Peut-être pour le Conn Smythe, il connaissait des séries exceptionnelles au point par match, puis il dérangeait l'adversaire. Il a été suspendu, si je ne me trompe pas, ces 5 matchs en raison d'un geste. Donc, justement, on a revu le Kadri qu'on est habitué de voir, mais ça reste qu'il a été très important dans ce parcours éliminatoire-là. Donc, pour moi, c'est Kadri qui passe devant. Puis vous parliez tantôt de l'ère pré-Matthews à Toronto. Kadri, cette année-là, son ailier principal était Pierre-Alexandre Parenteau, qui est le 2e meilleur marqueur du club derrière Kadri. Et à un certain moment dans la saison, c'était Peter Holland qui était le centre numéro 1 des Maple Leafs. Donc, c'était une bonne chose pour eux parce que ça a permis d'aller chercher un marqueur de 70 buts
en une saison. Mais au final, c'est des années assez difficiles là, pour Toronto dans ce temps-là.